Messieurs, je propose de commencer. Merci de votre présence. Bienvenue donc à cette deuxième séance de notre séminaire. Je m'appelle Harold Épineux, je n'étais pas sur la chaire la dernière fois, mais tout ça est un travail d'équipe. Donc je vais présenter notre invité de ce soir, notre orateur, Yannick Menesser. Merci à ceux qui nous rejoignent et à la fidélité, merci pour la fidélité de ceux qui étaient là déjà lors de la première séance. Nous avons entendu donc Antoine Garapon et Jean Lassagne nous présenter les intentions de ce séminaire, donc, qui va nous occuper cette année jusqu'au mois de mai en raison d'une séance un jeudi sur deux, sauf période scolaire ou période de relâche comme on dit au théâtre. Voilà, vous devriez recevoir très prochainement, si ce n'est déjà fait, donc les informations. Mais James, que vous avez vu à l'accueil, est à votre disposition pour vous donner toutes les dates et vous préciser aussi le calendrier des différentes interventions. Alors ce soir, pour cette deuxième séance, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick Menesser, qui est magistrat, chercheur associé de l'IHEJ, je commence par là, pour dire qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, qu'on travaille ensemble sur les questions numériques qui intéressent l'IHEJ depuis un certain nombre d'années déjà, mais qui intéresse depuis beaucoup plus longtemps Yannick, qui a une formation et une pratique aussi des questions informatiques, numériques, en plus d'être magistrat, d'avoir occupé un certain nombre de fonctions à la fois en juridiction, en administration centrale, au ministère de la Justice et au Conseil de l'Europe, sur les questions de justice, et puis depuis plus récemment, comme c'est indiqué dans la petite biographie qui vous est donnée, donc au sein du Conseil de l'Europe en tant que conseiller pour les questions en intelligence artificielle, qui est, ça ne nous aura pas échappé, un sujet qui intéresse beaucoup d'institutions, qui fait couler beaucoup de littérature. On voit en particulier à Yannick un certain nombre d'articles qui ont fait référence, en particulier dans la presse juridique, dans les éditions juridiques, un certain nombre d'articles sur le sujet de l'intelligence artificielle, de la justice prédictive. Et c'est sur ces sujets, forts de son expérience, de son travail aussi de recherche et de réflexion sur les liens entre droit et mathématiques, sur le phénomène numérique et comment les mathématiques et le numérique s'emparent de la justice, que nous allons l'entendre ce soir. Alors, je vais lui laisser la parole, bien sûr, pour une intervention. Comme d'habitude, nous aurons la traditionnelle la traditionnelle séquence de questions-réponses ensuite. Donc la parole sera ouverte et je vais le laisser presque seul à la chaire, presque seul puisqu'il y a un diaporama qui est proposé, donc à la fois pour vous permettre de le voir, pour me permettre de le voir aussi, parce que sinon je ne verrai pas grand-chose, et voilà, pour permettre aussi les meilleures conditions de filmage de ce séminaire, puisque nous avons pris la décision de filmer les séances, les interventions, pour pouvoir les mettre dans quelques semaines par paquet sur Internet, en vidéo, pour pouvoir avoir une audience plus large, laisser des traces aussi, c'est important dans notre conception des travaux de l'IHEJ, et également en proposer une version qui sera traduite en anglais, pour que ces idées qui circulent ici à Paris, qui naissent de cette confrontation entre juristes, scientifiques, tous les travaux que nous menons puissent toucher un autre public, au-delà de cet amphithéâtre et au-delà de la langue française. Voilà, donc ceci étant dit, je ne perds pas plus de temps pour donner la parole à Yannick le temps de son intervention. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'IHEJ de m'accueillir, de me laisser ce temps de parole aussi, puisque pour tout vous dire, j'ai l'habitude d'interventions assez courtes sur le sujet. En plus, j'ai un grand défaut, je suis bavard, donc je peux prendre beaucoup de temps. Donc pour la première fois, j'ai 45 minutes, hein, c'est ça ? Voilà, pour m'exprimer. Je vais essayer d'en faire un bon usage. En effet, Harold a présenté mon intérêt à la fois pour le droit et les mathématiques. J'ai eu la chance dans mon parcours administratif d'avoir fait la formation des IRA de Lille avec la qualification d'analyste, quand elle existait encore, puisque ce concours-là malheureusement n'est plus ouvert, et où l'idée à ce moment-là était de former des cadres de la fonction publique, naturellement à du management, mais aussi aux questions informatiques. Et je dois dire que ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui dans l'appréhension de ce qu'on va voir, hein, de ces questions d'intelligence artificielle, puisque beaucoup de personnes se prétendent spécialistes du sujet. Je ne me prétendrai pas spécialiste de ce sujet-là, pour être tout à fait clair, et ce n'est pas une fausse modestie de ma part, mais je vais plutôt essayer de construire des ponts et d'être passeur entre différentes notions et différents mondes. Je pense que ça a beaucoup plus de sens
Je laisserai ensuite aux spécialistes approfondir ces questions-là. Et je souhaitais démarrer avec vous cet exposé par une pensée qui est prêtée à Paul Ricoeur, qui est tout ce qui est neuf n'est pas nécessairement nouveau. Alors pourquoi ça a du sens? C'est qu'aujourd'hui, dans la transformation numérique et de ce que nous vivons, en réalité, les mécanismes profonds qui sont en œuvre, on les connaît pas mal. On connaît les mathématiques, on connaît les statistiques, on connaît les probabilités. Eh bien, vous allez voir que dans mon propos, cela va transparaître énormément, puisque quand on parle d'intelligence artificielle, et je le répéterai, en réalité, on n'est pas du tout dans Terminator, on n'est pas dans Blade Runner, on n'est pas dans un monde de fantasme ou de science-fiction. On est face à une mécanique qui est plutôt bien connue, qui est la construction de probabilités, de statistiques, par de la corrélation entre les données. Voilà, donc j'y reviendrai de manière un peu plus précise, mais je pense que c'était important de dire qu'aujourd'hui, là où ça frotte entre les mathématiques et le droit, c'est qu'on essaye de faire rentrer les phénomènes sociaux dans des équations, et je pense qu'autour d'un enchantement collectif, qui naît de mots IA, d'ailleurs, bon, aujourd'hui, merci encore de m'inviter, mais je pense que j'aurais parlé de probabilité, j'aurais peut-être eu un peu moins de succès sur la question, mais quand on parle d'IA, ça occulte, à mon sens, une réalité technologique concrète et qui est sous-jacente et où il y a un effet de mode. On ne va pas le nier. Il y a un emballement de l'industrie, mais il y a peut-être de l'argent à se faire. Donc on va essayer de donner un peu de raison à tout cela. En tout cas, je vais m'y tenter. D'ailleurs, dans ce contexte de confusion, en introduction, je voulais rappeler, il n'y aura pas beaucoup de références, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais vous avez peut-être lu certainement Cathy O'Neill avec Weapons of Mass Destruction, qui nous dit qu'en effet, que malgré l'apparente neutralité des mathématiques, elle servirait en réalité à des calculs algorithmiques qui seraient si denses qu'il serait difficile, voire impossible, de les rendre transparents et naturellement rendre transparents les choix parfois arbitraires des concepteurs. Alors là aussi, elle révèle un autre élément que je mets en introduction, c'est qu'en réalité, l'utilisation décomplexée des mathématiques serait même susceptible de renforcer de manière inédite les discriminations, les inégalités, en utilisant les peurs des personnes et leur confiance dans les mathématiques pour les empêcher de poser des questions. Alors, j'essaie de ne pas être totalement négatif, vous allez voir dans mon propos, mais je pense que ça pose assez bien la problématique où aujourd'hui, quand on parle d'IA, je pense qu'il y a un effort de définition à faire. Alors je suis désolé, je vais peut-être refaire des choses et répéter des choses qui ont été déjà dites dans le premier séminaire, mais je pense que s'il n'y a pas de vocabulaire clair, on n'a pas de pensée claire, et ça me permettra en tout cas d'articuler ensuite la deuxième partie de mon exposé, qui tentera de vous dire pourquoi ces modèles mathématiques peinent en réalité à rendre compte d'une réalité qu'ils prétendent décrire dans les décisions de justice et ne peuvent que se prêter naturellement de manière assez imparfaite à des finalités prédictives ou actuarielles. Et enfin, je pense que c'est le cœur en fait, du réacteur, de la réflexion qu'on devrait avoir, c'est que la commercialisation, que je pense hâtive de certaines solutions d'intelligence artificielle, avec des potentialités qui pour certains outils ont peut-être été surévaluées, en tout cas bien vendues, risque peut-être de troubler notre compréhension de réels enjeux derrière ça, des réels enjeux de la transformation numérique qui se jouent devant nos yeux, et je viendrai sur les questions de gouvernance par la donnée. Alors, commençons très rapidement par une réalité, c'est-à-dire que naturellement dans tout ça, rien n'est univoque. Il faut arriver à voir là où ce formalisme mathématique mis en œuvre par les intelligences artificielles est performant, et là où ça frotte un peu plus et où ça pose une difficulté. Alors, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, j'en démarre juste une sur le jeu de Go, vous connaissez peut-être AlphaGo, je trouve assez intéressant. Voilà. Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence. Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe. AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it, but we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lisa.
A match like no other is about to get underway in South Korea. This Nadal is to go what Roger Federer is to tennis. Just the very thought of a machine playing a human is inherently intriguing. The place is a madhouse. Welcome to the DeepMind Challenge. The whole world is watching. Can Luis Nadal find AlphaGo's weakness? Whoa. Is there, in fact, a weakness? The game kind of turned on its axis. Well, look at this. That is not a confident base. This is developing into a very, very dangerous fight. Hold the phone. Read us not true. In the end, it is about pride. I think that's how we went wrong. Yes, I mean, this guy wants to communicate. These ideas that are driving AlphaGo are going to drive our future. This is it, folks. Alors vous l'aviez peut-être vu sur cet opérateur de diffusion de vidéos en ligne, je ne citerai pas, ce petit reportage sur AlphaGo est extrêmement intéressant, parce que dans les représentations, on pense que c'est une machine qui prend des données comme ça un peu toute seule. Il y avait une batterie d'ingénieurs derrière qui collait des rustines, qui adaptait les algorithmes, la fonction des algorithmes tout au long de la performance. Et l'autre chose qui a souligné, c'est que AlphaGo, ensuite AlphaGo 0 a été un peu différent, mais cette version-là cherchait à battre son adversaire sur un nombre très faible de points. C'est-à-dire que la stratégie de la machine, c'était d'arriver à le battre même que d'une seule pierre, enfin d'un seul point, ça suffisait. Voilà. Donc l'idée n'était pas d'arriver à dominer ou à humilier l'adversaire, c'était quelque chose d'assez mathématique. Et ce qui est intéressant dans AlphaGo, j'y reviendrai, c'est que la machine a été très performante, parce que même s'il y a autant de possibilités de jeu qu'il y a d'atomes dans l'univers, en réalité c'est un environnement fermé. C'est des pierres noires, c'est des pierres blanches, c'est 19 lignes sur 19, ce sont des choses qui naturellement, mathématiquement, statistiquement, en probabilité, dans toute cette attirail, c'est des choses qui naturellement semblent pouvoir être traitées. Et alors, je reviens également d'un élément de définition, une autre chose, c'est ce que nous disait à ce moment-là Douglas Lena, qui avait dit il y a quelques années maintenant qu'il pensait pouvoir réduire l'intelligence humaine à 10 millions de règles. Et là, on était à l'époque un des systèmes experts, j'y reviendrai aussi sur cette définition-là, où il pensait que l'affaire allait pouvoir être pliée assez rapidement. Et ça fait depuis les années 50, vous savez qu'on nous promet que dans 20 ans, on allait avoir une intelligence artificielle générale. Voilà, on nous promet encore aujourd'hui, donc parions que tout ça va mettre un tout petit peu de temps. Et en miroir de Douglas Lena, je citerai Yann LeCun, que vous connaissez certainement, un des pionniers du deep learning, qui travaille maintenant chez Facebook, qui nous dit en réponse de cela qu'aujourd'hui, l'IA se heurte à un problème qui n'est pas qu'une paille, c'est une bonne représentation du monde, et qui est naturellement un problème fondamentalement scientifique et mathématique, et qui n'est pas une question de technologie. Donc, pour lui, arriver aujourd'hui à une IA générale, c'est un autre champ de recherche, et ce n'est pas les développements de l'apprentissage automatique ou de l'apprentissage profond qui ouvriraient une voie vers cela. Alors, à ce niveau-là, naturellement, vous avez aussi en tête les distinctions qui sont opérées entre IA forte, qu'on appelle les IA, donc ces IA générales, qui seraient générales, auto-apprenantes et adaptables, et les IA faibles ou modérées aujourd'hui, qui, je le rappelais et je le disais, sont plutôt des maths et des stats. Alors, venons-en aux termes et aux définitions mêmes, qu'on se mette d'accord et qu'il n'y ait pas de malentendu. Il m'est commode de parler d'IA avec vous, parce que c'est un mot valise, c'est un mot passe-partout, c'est facile à utiliser et ça nous renvoie à des représentations, mais qui pour moi ne sont pas des représentations suffisamment précises pour en appréhender les enjeux. Dans l'IA, vous pouvez y mettre toute la discipline, ce qui inclut des développements qui sont totalement spéculatifs, je disais encore une fois de la recherche d'IA générale, et aujourd'hui c'est confondu avec l'apprentissage automatique, c'est-à-dire une représentation d'un environnement donné par des techniques statistiques. Dans les années 80-90, j'ai connu cette période en étant jeune et en m'intéressant à l'informatique alors, les systèmes experts, qui étaient basés sur des règles, étaient synonymes d'intelligence artificielle déjà à cette époque. Donc attention, aujourd'hui dans la compréhension des enjeux, quand on parle d'IA, on parle plutôt d'apprentissage automatique, et non pas une IA fantasmée générale. Je place aussi le mot apprentissage profond, parce que vous l'entendez, le deep learning, qui est en réalité une sous-catégorie d'apprentissage automatique. Je ne le développerai pas plus en disant qu'il s'agit de réseaux de neurones,
Mais c'est Yann Lequin qui nous le dit, hein, même si on emploie le terme neurone, c'est aussi proche d'un neurone biologique que ce que l'aile d'un avion est proche d'une aile d'oiseau en réalité. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses du 0, du 1, voilà, des choses mathématiques, mais qui sont finalement assez éloignées et marketingement bien nommées. Alors, tout ça, comment cela a évolué? Et moi, quand j'ai appris l'informatique, je suis parti de cette base-là. Hein. C'est-à-dire que les systèmes experts étaient basés sur des règles qui étaient codées par un humain en miroir d'une règle fonctionnelle. On a quelques mémoires de ça, peut-être dans le domaine judiciaire, avec la Cour d'appel de Versailles, qui, de mémoire, dans les années 2000, avait déjà développé un système en matière de bail locatif, je crois que c'était ça, qui était un système expert, nourri de jurisprudence, et qui permettait de proposer des solutions. Donc, ces systèmes experts avaient déjà été investis, mais, et naturellement, on y mettait des données, et ça sortait des résultats. Voilà la mécanique, hein, donc en codage humain, des données et des résultats. Et le problème avec ces systèmes-là, c'est qu'au-delà de 200 à 300 règles imbriquées, hein, des si ou alors, enfin des choses que vous connaissez peut-être en matière informatique, tout ça devenait très très instable à maintenir, produisait des résultats relativement chaotiques, était très coûteux aussi à développer, et assez rapidement, l'industrie informatique s'est désintéressée de quelque chose qui était complexe à créer, à maintenir et coûteux, pour revenir sur des solutions un tout petit peu plus classiques. Alors, qu'est-ce qui a changé entre les années 90 et aujourd'hui? Deux choses, et c'est Yann Lequin qui nous le raconte, vous l'avez certainement vu hein, dans les articles du Monde qui sont parus durant le mois d'août hein, sur l'histoire de l'intelligence artificielle, il était assez remarquable. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu de la grande disponibilité de données, le big data, une explosion de données. Avant, pour pouvoir faire des calculs et entraîner une machine avec des photos de chatons, par exemple, il fallait faire une collection de photos de chatons et puis entraîner la machine avec ça. Avec Google Images, vous avez des millions de photos disponibles. Deuxième facteur, les cartes graphiques des ordinateurs qui permettaient d'exécuter avec une grande célérité et un coût très très modeste ces algorithmes d'apprentissage de manière rapide. Notamment l'équipe de Montréal et d'autres ont investi ces questions avec un changement total de paradigme. Cette fois-ci, on a pris des données et des résultats. Dans la matière judiciaire, hein, imaginez que vous prenez de la décision judiciaire, que vous prenez la partie fait, la partie, on va dire, de motivation, que vous prenez en sortie les résultats, le montant de la pension alimentaire, la réparation du préjudice, etc. Et qu'est-ce que va vous faire la machine derrière ça? Elle va rechercher toute seule, ou quasiment toute seule, des corrélations, c'est-à-dire des motifs de lien avec les données qui semblent naturellement avoir du sens. Et ça peut naturellement derrière les grouper. Alors imaginez que par exemple vous voulez apprendre dans une machine à prédire en fonction de la température le nombre de glaces que vous allez vendre, c'est des choses qui sont pareil, facilement réalisables, en lui donnant pendant 10 ans sur un lieu donné la température dans l'air, vous lui donnez sur la même période, sur le même lieu, le nombre de glaces qui ont été vendues. On fait ce qu'on appelle en statistique de la régression linéaire, hein, c'est-à-dire que vous mettez en relation les deux informations, et ensuite s'il fait 25 degrés, vous vendrez 10 000 glaces. Voilà, donc c'est des choses à peu près comme ça. Et imaginez, et j'y reviendrai, que pour les décisions de justice, il y a des caractérisations de ce type. Et ensuite, avec des nouvelles données, compte tenu des modèles que vous avez élaborés, eh bien vous avez des résultats. Alors je m'arrête là, à ce stade-là, pour déjà lever une petite interrogation. C'est que si les données et résultats que vous avez produits reviennent réinjectés dans la machine, vous avez un effet performatif qui est déjà pas négligeable. Voilà, donc arrêtons-nous là, j'y reviendrai ensuite de manière un peu plus précise sur cet effet performatif. Donc, pour résumer, et s'il n'y avait que quelques éléments clés à retenir de mon explication, premier élément quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un objet hétérogène qui peut inclure les anciens systèmes experts, d'ailleurs il y en a encore aujourd'hui des systèmes experts, qui peut inclure de l'apprentissage automatique, et quand on parle d'IA générale, on est encore dans un champ spéculatif. La deuxième chose, ce que je viens de vous présenter, c'est que c'est une approche inductive, qui va rechercher à établir des corrélations. Et la troisième chose, c'est que le résultat de vos modèles sont naturellement complètement liés à la fiabilité des données que vous allez donner à manger, si je puis dire, au système. C'est-à-dire que vous avez des biais dans les données, ils seront présents dans les modèles et ils seront reproduits derrière sans aucun doute. Alors vous voyez qu'on est assez loin, et même si les termes sont troublants, hein, de l'intelligence en tant que telle.
puisque l'intelligence humaine, elle inclut des processus perceptifs, d'apprentissage, d'auto-organisation, d'adaptation, et ici, on est assez loin de cela. Arrivons maintenant à la question qui nous intéresse, la question de la justice. Et alors, je vous ai choisi naturellement cette petite illustration à dessin, hein, puisque quand on va essayer de modéliser avec des mathématiques, des décisions judiciaires, on a des contours qui sont assez intéressants, qui donnent une image de la justice, mais peut-être qu'il y a des éléments qui y manquent, et en tout cas une représentation qui ne serait pas assez précise. Alors, vous m'avez compris, hein, vous voyez donc des objets, aujourd'hui des algorithmes plutôt performants dans des champs très très précis, et une précipitation de certains entrepreneurs à essayer de bâtir très rapidement des solutions commerciales à partir de ces algorithmes, alors dans tous les champs, le commerce, les transports, la médecine, mais parfois, et je pense que c'est le cas pour la justice, avec un certain manque de conscience de la complexité des objets qui sont traités. Alors c'est vrai qu'il y a un trouble, c'est-à-dire que en tant que magistrat, quand on m'a appris à rédiger une décision, le syllogisme c'est à la base, hein, c'est-à-dire que naturellement, bon, voilà, on a appris, et pour un mathématicien c'est assez séduisant, parce qu'il y a une forme de formalisme logique qui semble assez aisément appréhensible, et on se dit qu'il y aurait peut-être là une bonne matière à exploitation pour pouvoir faire rentrer des choses dans la machine. Et c'est vrai que les différentes solutions, alors je ne parlerai pas parce que quasiment tout ça est commercial, hein, de justice prédictive, quantitative, actuarielle, chacun des opérateurs a un peu développé son propre langage, mais on reste derrière devant les mêmes réalités. Il s'agit de dresser des probabilités, aujourd'hui plutôt dans des contentieux chiffrés, sur l'issue juridique d'un litige à partir de recherches de corrélation. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à opérer comme critique dans cela ? Avant tout, essayer de comprendre ce qui se passe dans les décisions de justice, pour moi, ne me semble pas aujourd'hui complètement inopportun. C'est-à-dire que c'est vrai, nous avons des nouveaux outils, pourquoi pas tenter d'essayer de mieux décrire les réalités de ce qui se passe dans les décisions de justice. Mais ce qui est vrai avec le Go, 19 lignes sur 19, des pierres noires, des pierres blanches, etc., si vous avez connaissance de la qualité de la matière première d'une décision de justice, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout à fait sur des pierres noires ou des pierres blanches. Vous n'êtes pas tout à fait sur un matériel sur lequel vous avez des choses qui sont quantifiables de manière tout à fait irréfutable. Alors, premier élément, c'est que quand vous allez mettre des décisions de justice dans des solutions d'apprentissage automatique pour produire des modèles, ce que vous faites de la corrélation sur des groupes lexicaux. C'est-à-dire que vous allez regarder des fréquences de mots et mettre en relation, en corrélation, ces fréquences de mots avec des solutions. Alors, pourquoi les corrélations ça n'est pas un raisonnement juridique, c'est évident, ce que je vous disais tout à l'heure pour les glaces, pour tout ça, mais surtout, c'est que dans les corrélations, quand vous établissez des corrélations entre des groupes lexicaux et des sorties, vous pouvez avoir du lien, mais pas nécessairement l'explication de la causalité. Et alors, je ne veux pas vous apprendre ça, mais je vous ai pris une corrélation qui est assez amusante, hein, vous le trouvez sur un site internet assez connu sur Spurious Correlation. Là, par exemple, celle-là vous montre qu'il y a une corrélation à 99% entre le nombre de divorces dans l'État du Maine aux États-Unis et la consommation par habitant de margarine. Alors, oui, c'est une corrélation, mais imaginez dans une décision de justice maintenant, et surtout avec la complexité, je reviendrai, la boîte noire que peuvent représenter certains algorithmes, vous pouvez avoir en apparence des liens qui sont cohérents entre les données, mais si vous n'êtes pas en capacité d'auditer le lien qui a été réalisé, ça pose des difficultés. Et ce que je viens de vous expliquer est à l'œuvre commercialement. Ce qui en œuvre commercialement est difficile à auditer parce que naturellement les algorithmes ne sont pas rendus accessibles par les différents opérateurs, et on a utilisé au Conseil de l'Europe cette étude qui est assez bien faite de l'University College of London sur de l'apprentissage automatique qui a été réalisé sur des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors c'est passionnant quand vous lisez l'article, et naturellement, hein, je serais journaliste, je ne le vendrai pas mieux, 79% des décisions de la Cour européenne sont anticipées par une machine. Hurrah, on se dit,
tant mieux, on va dégager ces juges qui nous coûtent très cher, on va mettre une machine à la place, ça va fonctionner très bien. Comment ça a fonctionné? Et les chercheurs n'ont pas cherché à faire du sensationnalisme, désolé. Ils ont recherché à faire de manière très rigoureuse un travail avec Natural Language Processing, du traitement de langage naturel et derrière de la machine learning, et ils se sont rendus compte qu'il y avait dans les cas de violation certains termes ou groupes de mots ou concepts qui revenaient plus fréquemment, et vous avez dans des décisions de non-violation d'autres groupes de mots qui arrivaient et qui étaient présents de manière majoritaire. Alors, qu'est-ce que cela nous explique? Est-ce que ça nous explique la finesse de raisonnement juridique des juges de la Cour européenne des droits de l'homme? Peut-être pas. Mais en questionnant des juristes de la Cour, comme beaucoup de juristes et de juges, ils utilisent des modèles. Et on se rend compte que cette explication-là, et quand j'en ai parlé avec les chercheurs, ils m'ont dit que c'est une hypothèse qu'on n'a pas explorée, mais ce que je vous dis n'est pas nécessairement la réalité, mais c'est une hypothèse qui mériterait d'être étudiée scientifiquement. Si ça se trouve, on démontre plus la pratique de juriste et d'utilisation de modèles que réellement une explication fine des phénomènes derrière et de raisonnement juridique. Donc, voilà en première analyse, en tout cas, un élément qui me semble intéressant, c'est que c'est de la corrélation, de la fréquence lexicale. Et autre effet, et je le partage avec vous, une application possible qui aurait du sens, c'est en se disant sur des décisions chiffrées, prestations compensatoires, réparation de préjudices corporels, les prud'hommes, peut-être qu'on pourrait avoir des barèmes, en tout cas une image de ce qui est pratiqué, de façon à donner des échelles de comparaison aux juges. Ça, déjà fait, et donc je pense que ce n'est pas critiquable en tant que tel. En revanche, ce qui est critiquable, c'est si les barèmes se substituent à la loi. C'est-à-dire si des calculs mathématiques viennent, eux, remplacer des critères objectifs qui sont donnés, qui sont laissés à l'appréciation du juge. Donc là encore, voyez dans l'équilibre que j'essaie de réaliser, il y a des applications qui me semblent hâtives, prématurées et pas du tout adaptées, puisqu'en faisant de la corrélation de groupes lexicaux, on relève plein de choses, mais peut-être pas ce que l'on y recherche, et des applications qui sont possibles, de la recherche en effet d'une image, d'une représentation de ce que les juges ont décidé dans un certain nombre de cas, et c'est peut-être pas mal. Venons-en à une autre difficulté à mon sens, et qui relèverait là plus de l'oracle que d'une étude scientifique, ce serait révéler le comportement des juges. Alors, c'est une autre grande qualité de vérité qui serait donnée aussi aux algorithmes. Vous avez le site Supralegem, d'ailleurs qui est fermé maintenant, qui renvoie vers un autre éditeur juridique qui s'était essayé. Ils avaient pris, oui, tout à fait, c'est Dalloz, maintenant ça renvoie pour le citer vers Dalloz, et le site est clôturé. Ce site-là avait pris l'open data des décisions administratives, et encore une fois, on peut tout étudier. Pour moi, le champ de la recherche est complètement libre. Mais avant de le mettre à disposition, faut-il y réfléchir un peu. Et Supralegem avait mis à disposition le nom des juges, des présidents de formation des collégiales des juridictions administratives, et avait commencé à calculer des statistiques sur ça. Et en disant, pour les obligations de quitter le territoire français, tels juges sont plutôt favorables à l'administration et tel autre un peu moins favorables. Voilà. Et donc, arriver par l'effet de calcul de statistiques sur le nom du président de la formation, en déduire une position pro ou contre. Donc vous m'avez naturellement anticipé mon raisonnement, c'est que cette corrélation-là ignore les conditions du territoire, la réalité des territoires. Allons chercher par exemple aussi en matière de divorce. Faites des statistiques sur le nombre de mères qui ont la garde des enfants contre le nombre de pères. Est-ce que parce qu'un juge donne plus la garde aux mères qu'aux pères, est-ce que c'est un biais de sa part? Peut-être. Mais pour le conclure, vous avez besoin d'énormément d'autres outils, pas que de la statistique. Vous avez besoin de comprendre sur quel territoire vous vous trouvez, quelles sont les conditions socio-économiques, quelle est la structure de la population, un ensemble de choses, et j'anticipe ma conclusion naturellement, qui nécessiterait une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la capacité descriptive d'une puissance extraordinaire que nous avons maintenant à notre disposition grâce à ces algorithmes, et peut-être ne pas l'utiliser à des fins prescriptives, en tout cas pour en tirer des conclusions, de manière univoque. Plus grave, et là je vais glisser sur le champ pénal et je vais traverser l'Atlantique avec vous, ce serait, et je paraphrase Antoine, mais il ne m'en voudra pas, ce serait transformer la liberté en destin.
c'est essayer, outre-Atlantique, vous le connaissez, désolé si vous connaissez déjà, mais je le partage avec vous, de façon à ce que le plus grand nombre connaisse cette réalité-là. Vous avez un algorithme qui s'appelle Compass aux États-Unis, qui a été mis en œuvre pour tenter d'évaluer la dangerosité des individus. Alors vous voyez tout cela peut avoir d'ambitieux et peut-être de funeste, on va y revenir dans cette ambition, où les gens qui ont travaillé sur cet algorithme-là, Compass, sont des gens qui l'ont fait plutôt sérieusement. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'affreux racistes derrière ça, vous n'avez pas des gens qui sont idéologiquement teintés, ce sont des businessmen. Voilà. Et ils ont investi le champ de la sécurité, et ils se sont dit, on va prendre les écoles de sociologie de Chicago, on va prendre des études statistiques, on va faire pas mal de choses, et un questionnaire, on va y revenir. Et à partir de ça, de cette approche statistique, nous allons essayer de construire une mécanique algorithmique qui va pouvoir permettre de faire du scoring sur la dangerosité des individus et le risque de récidive à l'horizon de 2 années. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, quand on a commencé à faire fonctionner ce système-là? Alors regardez, là je vous ai mis juste un extrait du questionnaire. Donc, je vous rappelle, des études sociologiques, de la stat criminelle pénale. Vous avez par ailleurs 137 questions. La 137e, je vous l'ai mise, je ne pas qu'elle soit amusante, un peu glaçante d'ailleurs. Some people just don't deserve any respect and should be treated like animals. Et la personne doit répondre, je suis en désaccord, ou je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc vous voyez, la loi n'aide pas les personnes moyennes. Enfin, voilà, plein de choses comme ça qui sont déjà un peu orientées en termes de questions. Et donc, les personnes remplissent ça. Et devinez quel a été l'effet de ce type de comportement, de la discrimination. C'est-à-dire que vous avez cette personne, je ne les connais pas, donc Vernon Parater, qui est évalué comme bas risque de récidive. Qu'est-ce qu'il y avait dans son casier, M. Vernon Prater? Il avait des vols à main armée, des tentatives aussi, des vols plutôt importants. Il est qualifié pour des faits relativement graves d'un risque de 3 sur 10. Madame Brishna Borden, pour sa part, afro-américaine, avait eu dans son casier 4 faits mineurs de délinquance auparavant. Elle a volé, je crois, c'était un vélo ou un scooter, quelque chose comme ça. Risque de récidive 8. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? L'ONG ProPublica, ce que je vous montre vient de son étude, a pris, je crois que c'était en 2016, 10 000 cas qui ont été jugés, évalués par l'algorithme, et les a confrontés aux récidives réelles. 61% des prédictions qui ont été faites par l'algorithme se sont révélées justes. Là, on sait une pièce en l'air, et récidive par récidive, bon, on n'est pas très loin. Deuxième élément, plus grave, vous avez dans ce qu'on appelle les faux négatifs, c'est-à-dire les personnes qui ont été identifiées comme potentiellement à risque et qui n'ont pas été, qui n'ont pas récidivé, vous avez une majorité de population afro-américaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à déduire de ça? Naturellement, les concepteurs n'ont pas cherché cet effet-là, mais ils ont travaillé sur des données qui elles-mêmes étaient biaisées et représentatives de ce qui se passe dans la société américaine. Et on peut reprocher aux juges, c'est un fait, d'être eux-mêmes, d'avoir des biais, peut-être pour plein de raisons, d'aller condamner plus facilement des gens qui sont pauvres, qui sont d'origine afro-américaine, etc. La machine a reproduit ces biais-là, et par ce type de proposition ne fait qu'encourager la réplication de discrimination. Vous me direz, en France, on ne fait pas ça dans le domaine pénal, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et si on s'en contente dans la justice civile, peut-être qu'il y a bien moins de risques. Prenons les prestations compensatoires. Moi, j'aimerais bien voir dans les algorithmes aujourd'hui qui sont proposés, si on fait cette analyse-là sur les territoires. Est-ce que vous n'aurez pas, à des situations économiques identiques, des propositions algorithmiques d'échelle de compensation qui seront plus importantes dans les Yvelines et moins importantes en Seine-Saint-Denis? Parce que vous avez travaillé sur des données qui sont sur des territoires différents et qui vont représenter ça. Donc vous voyez tout le danger qu'il y a à présenter des algorithmes comme une vérité et à présenter ces algorithmes-là comme étant une proposition. Alors on va vous dire que c'est qu'une proposition, mais n'empêche qu'elle va influencer le juge. Et j'en conclurai avec ce que je viens de vous présenter sur Compass aux États-Unis, avec la décision que vous connaissez certainement de la Cour suprême du Wisconsin, qui avait dit le juge conserve sa part entière d'appréciation et n'est absolument pas du tout lié par l'algorithme.
Mais quel juge aura le courage d'aller contre un algorithme, surtout dans des matières aussi sensibles? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il pourra, par exemple, mettre en liberté quelqu'un, parce que dans les éléments objectifs qu'il aura en face de lui, il estimera que c'est la meilleure solution, ou alors une alternative à l'incarcération, s'il y a une récidive derrière, c'est naturellement sa responsabilité que l'on va chercher. Donc même si ce n'est pas dans la loi, il y aura un effet naturellement extrêmement important. Et dernier élément, et je conclus là-dessus sur la critique, avant tout, ces procédures algorithmiques et ces constructions automatiques sont une boîte noire. C'est-à-dire que l'auditabilité, l'explicabilité de la manière dont ça a été construit, beaucoup des ingénieurs qui travaillent eux-mêmes à la construction de ces solutions sont aujourd'hui incapables de vous dire s'il y aura des biais, s'il n'y a pas de biais, comment ça a été construit. En tout cas, ça n'a pas été construit pour cela. Donc, en conclusion de cette partie, sans explication ni transparence sur le fonctionnement ou sur la méthode dont cela a été fait, cela revient à laisser finalement une boîte noire, l'entière discrétion du devenir des décisions. Alors, est-ce qu'on en arrive là et on s'en arrête là sur la critique? Peut-être pas. Parce que je pense que ce qu'il y a finalement fondamentalement en œuvre derrière cela, et s'il y avait une critique à réaliser sur aujourd'hui le déploiement de l'apprentissage automatique dans de nombreux champs de la société, je vous l'ai dit, il y a des biais, il y a un sérieux à avoir dans la construction des algorithmes, de la transparence, mais ça questionne un autre point qui me semble aujourd'hui beaucoup plus inquiétant. C'est Eric Sadin qui nous dit ça dans son dernier livre sur l'intelligence artificielle, et voilà, il y a un certain choc et un certain poids dans ces mots. Il est extrêmement offensif, mais je pense qu'il a raison. Il dit aujourd'hui que le numérique s'érigerait comme une puissance aléthéique destinée à révéler l'alétheia, à savoir la vérité, dans le sens défini par la philosophie grecque antique, entendue comme la manifestation de la réalité des phénomènes à l'opposé des apparences. Et je pense qu'aujourd'hui, ce grand emballement autour des algorithmes aujourd'hui doit nous conduire en termes de réflexion, c'est que, en dehors des potentialités réelles ou fantasmées des algorithmes et de l'apprentissage automatique, qui je pense sont critiquables parce qu'il y a un manque patent aujourd'hui de maturité de ces solutions-là, on voit des possibilités, mais avant d'en faire des solutions commerciales, on voit qu'il y aurait quand même, dans le champ de la recherche, pas mal de choses à faire. C'est surtout, je pense, ce qui nous pose problème, c'est un nouveau régime de vérité qui s'imposerait à nous, au mépris de ce qui devrait être avant tout un travail rigoureux d'analyse, de résultats. Et en fait, résultats, je vous l'ai dit, des résultats d'exploitation, de décision de justice, qui ne seraient que le reflet imparfait et orienté d'une réalité qu'il nous appartiendrait d'abord et avant tout d'essayer de décrire et de comprendre, et j'insiste sur cet aspect-là, de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si vous avez des algorithmes aujourd'hui qui vous disent, et on m'a posé la question, super, j'ai réussi à isoler l'irritabilité du juge. Alors c'est génial, et j'ai été vraiment fasciné quand on m'a posé cette question-là. Et alors, qu'est-ce qui a été la corrélation à la base de cette affirmation? Ça a été que quand il y avait des propositions d'indemnisation très basses, on voyait que statistiquement, il y avait une tendance plutôt haussière des juges derrière cela. Alors, c'est une affirmation parmi d'autres, et moi j'en ai opposé une autre, et j'ai dit, et si le juge revenait simplement au barème, qu'il connaît déjà, et qui, quand il voit qu'une proposition est basse, est-ce qu'il ne se réaligne pas simplement sur un barème plutôt qu'une irritation? Une irritation, pour la qualifier, ça nécessiterait une étude cognitive, enfin, aller mesurer s'il y a vraiment de l'énervement, de l'agacement, en tout cas quelque chose qui est tout à fait étranger aux algorithmes. Donc aujourd'hui, ériger ces algorithmes comme une vérité me semble, encore une fois, aller vers une confusion. Et dernier élément, je pense qu'aujourd'hui, construire ces outils sont extrêmement coûteux. Bâtir des cathédrales algorithmiques complexes dans l'espoir de lever ce type de vérité que je viens de vous dire nécessite naturellement des investissements extrêmement importants, mais qui sont en réalité extrêmement fragiles. C'est-à-dire que quand vous apprenez à une machine à jouer au Go, les règles du Go ne vont pas changer demain. Quand vous faites des constructions de systèmes jurisprudentiels, il suffit d'une décision
qui va entraîner un revirement total de jurisprudence, qui va invalider tout le modèle mathématique que vous aurez patiemment construit en utilisant des milliers de décisions derrière. Donc cette instabilité, pour moi, pose un problème complètement fondamental sur des algorithmes qui se construisent avant tout sur des événements passés. Alors, vous me poserez peut-être la question et vous me challengerez, excusez-moi de l'anglicisme, sur ça, mais quelques techno-évangélistes sont venus me dire, mais écoute, c'est bien ton argumentation, on l'entend, voilà, mais ils me disent, Yannick, je pense que tu ne peux pas, aujourd'hui, on ne devrait pas concevoir l'évolution de demain en restant figé sur les, les paramètres qu'on a d'un ancien monde. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas analyser le devenir de notre justice avec les concepts auxquels nous serions extrêmement attachés. Mais figurez-vous, je leur donne raison. Mais pas pour les raisons qu'ils imaginent. C'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas concevoir l'avenir nécessairement avec la trame de société que nous avons en tête. Mais en fait, la transformation qui est en œuvre, c'est une transformation qui est d'inspiration néolibérale et libertarienne, où l'idée est bien de substituer un référentiel à un autre. L'idée est bien de remplacer la règle de droit par d'autres mécanismes de régulation qui seraient censés être bien plus performants pour assurer le fonctionnement de notre société. Alors vous voyez que l'IA est, à mon sens, qu'un avatar d'une problématique beaucoup plus globale, d'un glissement beaucoup plus global, où l'idée d'aller vers une société gouvernée par la donnée se substituerait progressivement et lentement à toute la mécanique de l'état de droit que nous avons patiemment et bâti pendant ces derniers siècles. Alors, on sera d'accord, la loi est bien imparfaite. Mais elle est avant tout l'expression collective d'un projet de société qui est le miroir des priorités qu'un peuple souhaite se donner et dont la valeur et l'intérêt sont discutés par des représentants élus qui arrivent eux-mêmes à composer entre des intérêts contradictoires. L'IA et les algorithmes en général, et les maths et les stats, les probabilités, eux nous imposent un formalisme scientifique aux apparences tout à fait neutres, mais qui nous impose une nouvelle rationalité. Et une rationalité qui serait peut-être que celle de leurs concepteurs. En d'autres termes, la démocratie, est-ce qu'elle n'est pas en train d'être lentement et sûrement confisquée par une nouvelle forme d'aristocratie, une aristocratie numérique, qui paraîtrait pouvoir se suffire à elle-même pour pouvoir définir des notions aussi simples que le bien et le mal. Repensez à ce slogan que Google a abandonné, « Don't be evil ». Repensez à l'ambition de Microsoft, là j'étais à La Haye mardi dernier, qui nous annonce maintenant devoir imposer la paix dans le monde. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Digital Peace. Voilà. Donc, moi je suis plutôt content que des gens se préoccupent de nous, c'est pour notre paix, c'est plutôt pas mal. Mais dans le discours que nous livrait Microsoft lors de cette conférence, ils réécrivaient l'histoire. C'est-à-dire que ce qui était mis en perspective par Microsoft à ce moment-là, c'était leur capacité de pouvoir lutter contre les cyberattaques de manière efficace, alors que les États ne le sauraient pas réellement. Donc aidez-nous, on va vous aider à faire ça. Et en train de dire que pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, le monde industriel ne se serait pas soucié du bien collectif et aurait été très indifférent à la survenance de la guerre. Et ce que Microsoft ignore, repensons à ça, c'est que le monde industriel n'a pas du tout étranger dans les mécaniques de guerre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et que même, ils y ont trouvé du profit. Alors, en conclusion, je vais revenir à un vieux projet du XIXe siècle. C'était Adolphe Quetelet, mathématicien belge du XIXe siècle, qui avait érigé ce qu'il appelait la physique sociale à ce moment-là, où il considérait l'homme libre, ça c'est sûr, mais il estimait que ce qu'il apporte de perturbation dans les lois de la nature ne peut nullement altérer des lois immanentes qui seraient présentes de manière permanente. En d'autres termes, il a posé les jalons d'une analyse systématique des phénomènes sociaux par la statistique, et il ambitionnait, Adolphe Quetelet, de faire émerger un projet de société aux accents parfaitement totalitaires, l'élaboration d'une statistique morale glorifiant l'axe d'un homme moyen autour duquel chacun aurait dû se référer. Donc, en conclusion, j'ai déjà été un peu trop long, je suis désolé, je pense qu'il y a un impératif aujourd'hui, c'est d'avoir une lecture politique de cette transformation numérique.
afin de clarifier les réels défis qui nous sont posés et qui sont dans les débats publics, et où on doit bien comprendre que les outils en eux-mêmes ne sont pas à mettre en question. Ce qui est à mettre en question, c'est les usages et les projets qu'il y a derrière ces outils. Et dans ce contexte, un encadrement me semble complètement indispensable. Alors peut-être de la soft law pour démarrer, je reviens à mes fonctions au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, particulièrement la CEPEJ, va adopter en décembre de cette année la première charte d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires. L'Assemblée plénière de la CEPEJ devrait adopter ce texte-là en décembre 2018. Le Conseil de l'Europe, de manière générale, se met en configuration peut-être pour faire une convention européenne, peut-être internationale de l'intelligence artificielle, comme vous avez eu une convention sur la bioéthique, la convention d'Oviedo en 1997, comme vous avez eu déjà une convention sur la protection des données à caractère personnel en 1981, la convention 108 du Conseil de l'Europe, qui s'était inspirée des textes français de la loi informatique et liberté. Donc cette régulation est totalement, à mon sens, aujourd'hui indispensable, et on doit y réfléchir de façon à tempérer ou à remettre dans les débats publics des projets de société. Mais cette construction doit peut-être aussi se faire conscient d'une autre réalité, c'est une réalité de marché, et je conclurai par ça. C'est l'écart qui existe encore entre l'ambition de ces intelligences artificielles dans le domaine de la justice et leurs réalisations qui sont très sectorielles et non généralisables. C'est-à-dire que quelles que soient les réalisations aujourd'hui et l'utilisation de l'apprentissage automatique avec des décisions judiciaires, on voit qu'il y a à mobiliser des moyens humains considérables, des data scientists, tout un ensemble de personnes de très haut niveau qui coûtent cher. Il y a des investissements considérables financiers à mettre en œuvre pour pouvoir réellement entraîner ces machines. Et au regard de ces investissements substantiels, peut-être que le retour sur investissement risque de poser des difficultés. Je m'appuie sur ça sur une étude de l'Institut Deloitte qui est parue en octobre de cette année sur l'intelligence artificielle, qui a mis en évidence de très importants bénéfices aux États-Unis en matière d'intelligence artificielle dans des domaines très sectoriels. Sans grand secret, la technologie, nos smartphones, tout ce qui est dans ce champ numérique de manière générale et industrielle, les bénéfices sont considérables. Ce qu'on sait moins, c'est que les bénéfices en matière d'intelligence artificielle dans d'autres secteurs comme la santé, mais également dans le domaine de politique publique et gouvernementaux, sont eux relativement faibles. Parce qu'il y a des investissements, encore une fois, très coûteux pour un retour et des marchés qui, eux, sont relativement peu matures. Alors, sur ce marché du droit où les modèles économiques et leur viabilité, encore une fois, me semblent considérables, moi je lancerai en tout cas un avertissement, je n'aurai pas cette prétention-là, mais en tout cas éveiller certaines consciences pour faire attention aux promesses qui sont faites aujourd'hui sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je peux prédire, moi de mon côté, au regard de ce que je viens de vous exposer, qu'il y a une assez forte probabilité pour que aujourd'hui, malgré les forts investissements, et même en ouvrant le robinet de l'open data, il n'est pas sûr que le retour économique soit aussi élevé que l'on souhaite. Donc, encore une fois, il y a de l'emballement, je pense qu'il y a un grand engouement. Repensons au système expert, où, encore une fois, quand dans les années 90, il y a eu une énorme littérature disponible là-dessus, et un énorme emballement qui s'est écroulé parce que ce n'était pas rentable. Donc, je ne dis pas que le marché doit tout réguler, mais aujourd'hui, il y a un cadre juridique, éthique à mettre en œuvre, et regardons au regard de ce cadre des réalisations, et essayons d'encadrer des réalisations qui ont du sens. Et pour conclure, je partage avec vous une petite astuce pour pouvoir mettre tout ça en distance. Je vois que quand je remplace le mot intelligence artificielle par probabilité ou statistique, ça me permet toujours de mettre en adéquation si ça a du sens ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous diriez, je vais être jugé par des probabilités ? Naturellement, non. Est-ce que vous souhaiteriez que les probabilités vous donnent des choix d'hôtels, etc. Peut-être, c'est un peu moins contraignant. Donc, ayons juste ce réflexe de remettre les technologies à leur place, de bien garder en tête les définitions, de ne pas céder à un emballement, que ce soit de l'alarmisme, du catastrophisme, ou d'un autre côté, d'un trop fort emballement, et essayons de décortiquer ça de manière chirurgicale avec rigueur. Tout le monde ne s'en portera que mieux. Merci beaucoup de votre attention.
merci pour toutes ces remarques. Donc, moi, j'en ai un certain nombre. Donc, pour lancer le débat, peut-être. Vous voulez que je me mette à la... Oui. Alors, attendez, est-ce que j'ai assez de jus? C'est ça mon problème. Il va y avoir une prise là, à mon avis. Oui, il y a une prise là. Je crois que je vais en avoir besoin. Ah ouais. Alors, oui, pour lancer le débat et pour favoriser les questions, je commence par les miennes. Bon, moi je suis absolument d'accord avec ton évaluation aujourd'hui. Je voudrais peut-être juste faire quelques petites remarques qui vont dans ton sens, majoritairement, pour dire que l'intelligence artificielle, évidemment, c'est une expression, c'est un coup de pub. Hein, c'est essentiellement un coup de pub. Et ça a effectivement beaucoup changé, comme tu l'as montré dans ta première partie, c'est-à-dire que entre le système expert et les corrélations et les big data, on emploie la même expression, mais ça ne renvoie pas du tout à la même réalité, ni technique, ni épistémologique. Donc là, il y a quelque chose quand même de tout à fait important à souligner. La chose importante à souligner aussi, à mon avis, c'est que l'IA d'il y a 30 ans, celle des systèmes experts, était essentiellement fondée, comme tu l'as dit, sur l'idée de règles. Donc il s'agissait d'appliquer des règles, et cette application des règles était liée à toute une épistémologie de la connaissance, qui consistait à dire que finalement, ce qu'on faisait dans un acte intelligent, c'était d'appliquer des règles, jusqu'à ce qu'il y ait toute une critique phénoménologique de cette idée, que en fait, ça n'est pas du tout en appliquant des règles qu'on a des conduites intelligentes. Donc, bon, ça a commencé à faire un peu vaciller les certitudes de ce point de vue-là, hein, que l'idée d'intelligence, qu'elle soit individuelle ou collective, n'était pas forcément intégralement recueillie dans l'idée de règle. Donc ça a fait effectivement que les choses ont pas mal changé. Alors aujourd'hui, comme tu l'as dit, je crois que la grande nouveauté, c'est que les modèles derrière ne sont pas du tout des modèles qui appliqueraient des règles, c'est des modèles de corrélation statistique. Et ça, c'est possible, évidemment, grâce à Internet. Alors, je vous donne des exemples qui ne sont pas juridiques, mais bon, c'est des exemples très simples. Autrefois, quand moi j'essaie de traduire un texte, bon, disons que je prends un texte anglais, j'essaie de le traduire. Qu'est-ce que je faisais avant? J'allais sur Internet, je regardais un dictionnaire. Le dictionnaire, il me donnait un certain nombre de solutions pour un mot donné. Bon. Puis j'essayais de trouver des choses, ça marchait plus ou moins bien. Bon. Aujourd'hui, je vais sur Lingui, par exemple, et là, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne, en fait, Lingui est allé chercher des phrases sur Internet, sur des sites qui sont bilingues, par exemple, canadien et français. Et à partir de ce moment-là, ils ont juste fait des corrélations, hein, et donc ils ne me proposent pas les moyens de faire une traduction à partir de règles. On a abandonné ce projet-là, et on dit simplement, ben voilà, telle phrase, ça a l'air d'être traduit par les Canadiens par telle autre phrase. Et c'est tout ce qu'on fait. Et à vous ensuite, hein, d'en faire votre miel en quelque sorte. Donc, je trouve que c'est un instrument formidable, hein, d'un certain côté, mais en même temps, il est extrêmement limité. C'est-à-dire que si je ne suis pas derrière, il n'y a rien à en tirer, en fait. Voilà. Et évidemment, c'est lié à mon niveau de compétence en anglais, pour que je me dise, ah oui, bah, tiens, cette corrélation-là, elle a un peu de sens dans mon contexte, et telle autre, bah non, elle n'en a aucun. Bon. Alors, il y a autre chose à dire là-dessus, et ce qui me paraît très important, c'est que il y a une idée dont tu as parlé quand tu as parlé de ces groupes de mots. Il y a quand même l'idée que finalement, des mots, c'est des étiquettes sur des choses. Mais des mots, c'est tout sauf des étiquettes sur des choses. Hein, c'est pas un code barre, un mot. C'est-à-dire que le sens d'un mot, c'est un halo autour de un certain nombre de valeurs, bon, avec un certain nombre de choses qui sont complètement impossibles à prédire. Bon, dans le livre, on va donner un exemple, mais la langue, ça fonctionne comme ça, tout le temps. Bon, et y compris, à mon avis, dans les décisions juridiques, hein,
où on emploie des mots dans certains contextes pour faire émerger du sens qui n'est pas forcément dans le dictionnaire et qui n'est pas forcément déjà là. Donc ça renvoie à quelque chose, à mon avis, de très profond dont tu as parlé, qui épistémologiquement me paraît complètement central. C'est l'idée qu'avec la corrélation dans les big data, donc dans l'intelligence artificielle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, on a l'impression qu'il suffit d'avoir le passé pour pouvoir prédire le futur. Hein, donc vous avez, c'est la corrélation magnifique que tu montrais tout à l'heure, effectivement, le futur finalement n'aura rien de surprenant, puisque finalement on a des bases de données tellement gigantesques qu'on trouvera sûrement des cas qui ont déjà eu lieu dans le passé. Bon, physiquement, c'est une absurdité. C'est une absurdité. C'est-à-dire, vous demandez à n'importe quel physicien, tous les phénomènes de chaos montrent que, bon voilà, il y a des choses qui ne sont pas prévisibles, et que donc on ne peut pas réduire le futur au passé. J'ai beaucoup aimé ta petite justice là, avec la balance. Ça, c'est un pendule simple, hein, la balance. Donc, épistémologiquement, si vous demandez à un physicien, c'est très simple. C'est un système qui va revenir à l'équilibre. Hein. Si vous bougez au plateau, ça va revenir à l'équilibre. Si vous avez un double pendule, vous avez des systèmes chaotiques, c'est absolument impossible de prédire quoi que ce soit avec un double pendule. Donc il suffit d'avoir une articulation supplémentaire dans votre petite balance là, et c'est foutu, vous n'avez aucun moyen de prédire quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, si déjà en physique, on se trouve très très vite confronté à des cas chaotiques, donc où le futur ne peut pas être déduit des corrélations du passé, je ne vois pas pourquoi dans les sciences sociales, ce ne serait pas pareil. D'accord ? Donc il y a une idée, à mon avis, très importante là-dedans, hein, c'est que est-ce qu'on peut vraiment réussir à homogénéiser le monde social à tel point qu'on ne serait pas dans le cas du double pendule. Bon. Et tous les cas que tu as montrés vont dans le sens inverse, hein, évidemment, puisque ce que tu montres finalement, c'est que dans tel territoire, il faut prendre en compte telle et telle donnée, mais dans un autre territoire, il faut en prendre d'autres. Donc en fait, on a un monde qui n'est pas du tout homogène. Et décider a priori de l'homogénéité du monde est un acte épistémologique et scientifique qui est très très lourd de conséquences. Hein, voilà. Donc c'est un peu ça que j'ai vu à l'œuvre en quelque sorte, hein, dans ta présentation. Alors, je voulais rajouter, oui, une chose qui me paraît donc très importante, c'est ce que tu disais sur Kekulé. Hein, effectivement, Kekulé, c'est d'abord un astronome avant de devenir un statisticien, et puis il s'est rendu compte de l'extraordinaire puissance de l'outil statistique, il a fait des statistiques à peu près sur tout, et n'importe quoi. Et d'ailleurs les épidémies, hein, c'est-à-dire voilà. qu'il y a eu un travail de fait assez remarquable qui avait permis d'identifier que c'est dans les puits d'eau qu'en réalité était propagé, je crois que c'est le choléra, enfin... Ouais, c'est un genre de choses. Donc c'est lui qui avait inventé le concept d'homme moyen. D'accord ? Bon, évidemment, un homme moyen, c'est bien comme concept, un homme moyen. Enfin, en même temps, c'est précisément dans une courbe en cloche, c'est plutôt les endroits où il y a moins de... Il y a moins de corrélation que se passe véritablement le changement. Donc on ne peut pas mettre le changement complètement sous le tapis, il faut au contraire le prendre en compte quand on fait des statistiques. Ouais, tu vois, juste une parenthèse, c'est cette histoire de loi normale. Hein, oui, à la Cité des Sciences, elle est le mathématique, je suis avec ma fille, c'est assez remarquable hein, comme truc. D'ailleurs, un des start-upers maintenant qui fait de la justice prédictive a aidé à concevoir ce qu'il y a à la Cité des Sciences là-dessus. C'est, vous savez, la planche de Galton. C'est-à-dire que vous lâchez des billes de poids équivalent à travers une grille et invariablement elles vont se distribuer dans cette courbe de Gauss que tu évoques et de manière tout à fait homogène. Donc ce qui est naturellement derrière, c'est qu'il y a un phénomène naturel, une loi naturelle qui est décrite là-dessus. Est-ce que nos décisions de justice, d'autres champs d'ailleurs, des sciences sociales, est-ce que c'est une bille qui est parfaitement homogène, égale les unes aux autres ou pas ? C'est pour ça que cet exemple que tu donnes est extrêmement pertinent, c'est que les mathématiques sont un formalisme, mais qui est passionnant et qui naturellement nous apporte une compréhension du monde extraordinaire, mais il ne faut pas faire de solutionnisme. Voilà. Hein, ce que nous dit Evgeny Morozov, c'est-à-dire croire que par ce formalisme-là,
on arriverait à tout traiter, parce que, naturellement, c'est non seulement prétentieux, mais faux. Voilà. Alors, je voudrais juste me faire une seconde d'avocat du diable pour qu'on puisse aussi réfléchir sur la pertinence de l'usage des algorithmes, en particulier avec ton exemple de Compass. Bon, effectivement, ProPublica a très bien montré qu'il y avait toutes sortes de biais. Il y a d'autres livres qui sont sortis sur cette question, sur des biais racistes en particulier. Donc ça, c'est maintenant avéré. Maintenant, on peut toujours se dire qu'on peut modifier un logiciel. Hein, c'est-à-dire que si votre logiciel, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas souhaitables, vous pouvez essayer de le modifier. Donc, c'est pas pour rejeter absolument le logiciel, c'est réussir au contraire à changer de regard sur l'usage d'un logiciel, ne pas croire justement que la vérité est contenue en lui, hein, et se dire qu'il y a peut-être moyen d'améliorer les choses et surtout de localiser les choses, c'est-à-dire de se dire que pour un certain nombre d'affaires, il est possible d'utiliser une aide algorithmique, et dans d'autres cas, ça n'est pas possible. Mais alors, je vais exactement aller dans ton sens. C'est-à-dire que quand on parle de cette étude-là, ouais, il ne s'agit pas de dire l'outil est mauvais. Moi, ce que je trouve passionnant, c'est que les juges américains voient dans un miroir leur propre pied. C'est-à-dire que ça révèle une réalité qui vont condamner plus lourdement. Ils ont des préjugés sur un certain type de population. Donc ça nous apprend des choses. Voilà, ça nous apprend des choses. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est important de dire qu'évidemment, il ne s'agit pas de rejeter en bloc ces outils, mais de modifier notre regard sur eux pour faire en sorte qu'on ne considère pas que la réalité est homogène d'office, on sait très bien que le futur et le passé ne sont pas semblables, ce genre de choses. Comme tu l'as fait remarquer, ce sera mon dernier point, le problème c'est toujours le changement de la loi. Tu dis, il y a un changement dans la jurisprudence et ça change complètement ton modèle mathématique. Évidemment, ce changement dans la jurisprudence, c'est qui le fait? C'est une collectivité humaine, donc qui décide à un moment donné d'avoir une nouvelle interprétation et qui, ce faisant, modifie la loi. Donc c'est ça qui est important. Ouais. Et puis, il y a des décisions, alors l'application de la CEDH, de la Convention EDH en France, et le résultat d'un lent et patient travail des juges de première instance. C'est-à-dire qu'on aurait sorti des modèles algorithmiques, une tendance majoritaire dans un premier temps, par la Cour de cassation. Je ne suis pas sûr que les modèles algorithmiques auraient encouragé à ce type de démarche. Oui, absolument. Ouais. Donc bon, voilà, c'est un peu mes remarques à chaud. Oui. Allez. Bon, je sais pas. Madame. Non, je vous ai fait, vous étiez avant moi. Bon. Je vais simplement dire que je viens du monde du numérique. Oui. Et j'aurais pu prendre simplement quelques citations. L'une des premières que j'ai entendues, c'était sur les bases de données juridiques, et c'est le professeur Catala, disant « Lorsqu'on connaît la fourchette, on laisse les couteaux au vestiaire ». Donc il y a quand même, de ce point de vue-là, disons, une amélioration générale possible, de par la connaissance qu'on apporte aux parties de ce qui est, entre guillemets, raisonnable d'escompter. Il y a un illustre professeur de statistique qui disait « Une statistique ne dit jamais oui, mais elle dit parfois non ». D'ailleurs, vous espérez gagner non, avec ce que vous me présentez, vous n'avez rigoureusement aucune chose. Le deuxième élément, c'est que dans votre argumentaire, il me fait un peu penser à l'argumentaire sur les gens qui sont contre les énergies renouvelables. Au sens où vous dites, c'est hors de prix. Mais c'est hors de prix parce que nous sommes tout au début d'une courbe d'expérience. On peut faire le pari raisonnable que là, les difficultés qui ont été rencontrées pourront être surmontées. Et je vais vous donner un exemple. Il se trouve que j'ai fait partie, le président Lavanda m'honorait de son amitié, et donc quand il a lancé l'opération à la Cour d'appel de Versailles, il m'a demandé de regarder ce qui était du domaine
du domaine du possible et bien regarder donc, la façon dont il avait. Donc, cette affaire avait été conduite, donc en 2003, elle a été primée par la TICAP. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été tout à fait remarquables. Et il y a une chose qui a tué le système, c'est ce que vous avez dit, c'est le recours aux informaticiens. Le magistrat était piégé par le fait que chaque fois qu'il demandait une modification, liée par exemple à une évolution de la jurisprudence, nous avions vécu le retournement de jurisprudence lié à la clause de non-concurrence, il fallait 6 mois, 1 an, 18 mois pour obtenir la modification. Aujourd'hui, vous avez des outils, et je l'ai fait tester, je l'ai fait faire, qui a vous s'y prêté par un magistrat à la Cour de cassation, dans le domaine en fait du contentieux sur les élections professionnelles. Et c'est elle qui a dessiné l'arbre de décision. Et puis, ayant dessiné l'arbre de décision, il y a un outil qui existe, qui transforme l'arbre de décision en logiciel. Oui. Donc, elle n'a pas eu à faire appel à un informaticien. Il n'y a plus d'intermédiaire. Et donc, il n'y a plus de difficulté à ce que les magistrats aient eux-mêmes la maîtrise de l'algorithme. Et c'est ça qu'il faut, qu'il faut obtenir. Je vais m'arrêter là. Non, d'accord. Juste, vas-y, je t'en prie. C'est cette idée de maîtrise de l'algorithme, moi, qui me pose problème. Parce que à quel niveau de maîtrise se situe-t-il exactement? Il y a sûrement la possibilité donc, de faire immédiatement, de traduire immédiatement un certain nombre d'arbres de décision, comme vous l'avez fait remarquer, et l'algorithme lui-même, il reste évidemment dans la boîte noire, parce qu'on ne peut pas demander à un juge d'être un informaticien, chacun son métier. Donc, voilà. Ce qu'on peut lui donner, ce que nous avions fait, ce qui avait été fait en 2003, c'était un instrument qui était mixte. Il y avait des règles, un moteur de règles, pour tout ce qui relevait du si alors, et puis il y avait, puisque un système de neurones, très, très classique, enfin, ce qu'on fait actuellement, parce que une partie du logiciel, c'était justement d'estimer si la clause de non-concurrence avait été correctement ou non, disons, évaluée dans le contrat. C'est-à-dire que si elle est inattendue excessive, ou si elle n'est pas suffisamment compensée financièrement, à ce moment-là, le juge peut décider qu'elle ne joue pas. Et donc, au total, il y avait 14 critères qui avaient été, c'était les magistrats qui avaient dit, moi, voilà. Bon. Les 14 critères avaient été rentrés dans le réseau de neurones et 300 décisions avaient été rentrées. Et qu'est-ce qui est sorti? Ce qui est sorti, c'est que l'algorithme qu'est-ce qu'on donne à l'algorithme? Il faut bien comprendre, on lui donne des données à l'entrée, en l'occurrence 300, et puis on lui donne le résultat qu'a donné le juge. Et il ne faut pas espérer que l'algorithme va raisonner comme le juge, vous avez tout à fait raison. Ce que vous pouvez espérer, c'est que dans un maximum de cas, l'algorithme va effectivement sortir le résultat que le juge aurait donné. C'est comme vous le faites sur de nombreux cas. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que la pondération des 14 critères n'était pas du tout celle que le juge intuitivement avait donnée, mais que l'algorithme avait trouvé une sorte d'autre chemin, de chemin alternatif, avec une autre pondération
qui faisait qu'il retrouvait le même résultat. Et c'est ce que vous disiez, il n'y a pas de lien fort entre le raisonnement juridique et le raisonnement que l'algorithme trouve lui-même. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de pouvoir prédictif. Il continue à avoir un pouvoir prédictif. Et ce qu'il faut, et ce que nous avions fait, ça va terminer, c'est qu'on avait demandé aux gens du CNRS de faire un logiciel qui dise comment l'algorithme avait travaillé. Et ils étaient capables de décrire ça? Bien sûr. Ça avait été fait. Bon, comme vous dites, limité, mais ça avait été fait. Donc, je crois qu'il y a là des voies d'amélioration. Alors, ce que je voudrais juste, et puis après, je vais favoriser l'échange. Je ne vais pas faire de monologue, hein, mais juste le point que je souhaite partager avec vous, c'est que, quelles que soient les constructions, on est sur des résultats qui sont représentatifs de l'échantillon qu'on a utilisé. Voilà. Je vais vous donner une expérience de terrain. J'ai un très bon ami là, qui est à Strasbourg, là, qui fait de la décision d'affaires familiales. Donc il abat 60 à 80 affaires par mois, il divorce les gens, il fait tout ça, voilà, donc la prestation compensatoire, etc. Il peut vider un contentieux en 3 lignes. Non pas parce qu'il est feignant, non pas parce qu'il est... mais parce qu'il répond à tous les critères et à toutes les demandes de chacune des parties avec 3 lignes. Son langage est extrêmement efficace. Qu'est-ce qu'une machine peut apprendre de ça? Peut-être moins que quelque chose qui serait, comme on nous a appris dans les canons de l'école, extrêmement bien argumenté, dans lequel on pourrait détecter par des corrélations lexicales très fines exactement ce à quoi il fait référence. Et ces décisions aujourd'hui, je ne parle d'aucun opérateur, mais parce que dans le cadre aujourd'hui d'un moteur de recherche, je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à faire ça, avec ça. Mais quand on en vient à un pouvoir prédictif, j'aime pas ce mot d'ailleurs, mais ça sera un autre débat, mais en tout cas un pouvoir prévisionnel, ces éditions seront peut-être écartées. Parce qu'une machine, on n'y trouverait pas réellement son compte. Donc là où je veux en arriver, c'est que, sans préjuger de la qualité de motivation de mon collègue, qui peut être intéressante et qui peut être représentative, elle se trouve écartée de l'échantillon, tout simplement parce qu'on va se concentrer sur des décisions qui sont représentatives, et d'autres qui ont fait du machine learning en matière de droit du travail, se sont contentés d'échantillons très faibles, ou en serriant les décisions qui étaient adaptées à la machine, ils se sont retrouvés avec un jeu de 5000 décisions qui venait du Conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt. Donc, la machine était représentative de quoi? Peut-être d'une certaine représentation de l'activité de Boulogne-Billancourt, mais ériger ces résultats-là comme représentatifs en matière générale du droit du travail, c'était peut-être un peu hâtif. Oui, merci. J'essaie d'être rapide. Alors, laisse-moi juste faire la synthèse de ce que je vois dans ton exposé sur 3 points de critique. En partant de la phrase initiale qui revient sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qui est neuf. Alors, la première chose sur cette base d'affaires administratives, de décisions de juges administratifs, c'est une critique, disons, classique. C'est ce qu'on a vu même dans tout le débat contre le positivisme, c'était l'idée qu'on a une corrélation, c'est pas la causalité. On avait déjà vu ça, je pense qu'on a des instruments pour, disons, établir des arguments contraires, des contre-arguments, tout ça. La deuxième chose, c'est l'étude faite par UCL sur les décisions de la CDOH. Alors là, c'est intéressant de voir que la partie des décisions qui donne une taux de prévisibilité, j'aime bien ce passage de la prédiction à la prévisibilité, et l'ensemble des décisions qui portent sur la violation de l'article 6. Et il y a une raison, à mon avis, c'est le fait que c'est plus facile d'établir des standards typologiques des situations, des circonstances dans lesquelles on trouve plus ou moins le même type d'argument. Mais la critique, ça ne relève pas disons, du côté statistique, ça relève plutôt sur, disons, du mécanisme de coding. On utilise le Natural Language Analysis, mais on pourrait par exemple établir des analyses typologiques. Et disons, comme ça, on évite
d'écarter totalement la partie disons, de la pragmatique pour se centrer sur la syntaxe des mots, non? Parce que c'est ça que le natural language a un peu la tendance à faire, la natural language analysis. Mais si on tombe sur la typologie, on tombe sur les discriminations potentielles. Et on vient au troisième cas de critique, là où je pense qu'il y a quelque chose de véritablement nouveau. C'est-à-dire qu'on a déjà observé dans le passé ce passage des faits aux normes. Par exemple, dans toute la vague d'établissement des standards. Si on prend la CEPEJ, par exemple, on établit des standards à partir des pratiques qui sont des faits. Ça, c'est bien clair, ce sont des comportements. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'une chose, c'est de dire à un juge, eh bien, il y a un standard qui porte sur la solution d'un contentieux dans les 3 ans ou 1 an. Une chose, c'est de dire, écoute, normalement, dans ce type de cas, la plupart des juges, dont tes collègues, décident avec, par exemple, des prestations compensatoires qui sont à peu près sur cette taille de barème. Et là, je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, ça ne relève pas du passage en soi du fait à la norme, parce que, disons, c'est un passage qu'on a déjà vu, mais c'est le type d'autonomie qui reste dans les mains du juge, parce que on parle quand même de la justice, c'est un domaine un peu spécial où on prétend d'avoir une légitimité des décisions finales. Parce que là c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais finalement pourquoi on demande à l'intelligence artificielle de faire tout ce boulot que normalement les juges sont censés de faire. Et c'est parce qu'on dit qu'il y a des problèmes du côté de la magistrature, du côté du système judiciaire, parce que c'est pas rapide, c'est pas homogène, et on demande de résoudre. Mais là, je pense qu'il y a une condition qui met en péril l'autonomie du juge, c'est le fait que le poids, la légitimité d'un donné sorti d'une analyse faite par des systèmes experts sur des décisions passées, c'est une légitimité potentiellement plus grande par rapport à d'autres standards, d'autres normes qui peuvent être données à un juge. Et je le dis à l'issue d'un expériment qu'on a fait à Florence, on a donné aux juges du travail une évaluation de la probabilité de négociabilité des affaires. Donc une fois qu'on a l'affaire, il y a aussi une petite chiffre qui est la chiffre issue d'une analyse faite par les algorithmes sur la base des décisions passées, du même type de contentieux, en disant écoutez, là c'est, je ne sais pas, le 60% des cas pourraient être résolus en voie marde. La question ouverte, c'est quelle est la marge de manœuvre laissée au juge de facto, pas en droit, mais c'est bien sûr, ça reste dans les mains du juge. Moi, je pense que là, il y a le nouveau. Alors, bien sûr, 100% d'accord, mais comment dire, bon, le problème que je me pose avec les barèmes, encore une fois, ce que je disais, c'est l'échantillon, comment c'est construit. On ne peut pas être contre les barèmes. C'est pas ça la question. L'idée que l'on partage un certain nombre de référentiels, je pense, n'est pas tout à fait idiot. Il n'y a pas de raison qu'entre Toulon, Brest ou Lille, on ait des lectures différentes dans des situations équivalentes. En revanche, ce qui est assez intéressant, et je vais paraphraser Dominique Cardon, qui dans un autre contexte disait ce qui est hyper intéressant, c'est d'arriver à dézoomer. C'est-à-dire que moi, mon barème, ou en tout cas ma fourchette, ce qui m'intéresserait de voir, c'est quelles sont les décisions derrière qui ont permis la constitution de ce barème. Et moi, en tant que juge, ensuite, je clique là-dessus, je vais voir, je peux redescendre jusqu'au niveau de la décision. Et ensuite me dire, ah ben tiens, là en effet, j'ai un parallèle qui est fait, qui est pertinent, là pas du tout. Voilà, donc, premier élément, être en capacité de redescendre dans la matière première. Et la deuxième chose, ce qu'on disait avec la loi normale, se dire que peut-être, moi, ma situation, si je suis avocat par exemple, que j'ai un conseil à donner, on va ou on ne va pas au contentieux. Mais me dire que peut-être je me situe dans la loi normale, dans les extrêmes. Et c'est pas parce que l'algorithme dit il y a un taux de ce que tu veux derrière ça, vous allez prendre beaucoup de risques à aller devant un juge, mais moi en tant qu'avocat, je peux être envie d'y aller. Parce que j'estime que même si l'algorithme c'est rouge partout, ben, je trouve que mes arguments sont pertinents et ont besoin d'être analysés. Donc, sauf que tu as un problème avec ton assurance. Ouais. Donc,
Donc, et c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des assureurs, je ne nommerai pas, et ils utilisent des systèmes prédictifs pour dire, votre cas, aujourd'hui, il a tant de chances d'être... Alors, moi, la lecture que j'en ai, convention EDH, accès au juge, voilà, on est clair, enfin, bon, voilà. Vous connaissez peut-être le système e-courts aux Pays-Bas. Hein, le système e-courts, c'est un système d'arbitrage en ligne, hein, alors, pour plein de domaines, et ça a été employé notamment dans le domaine de l'assurance maladie. Un assureur s'est appuyé sur ce système-là. Vous avez dans le caractère 6, quand vous signez un contrat d'assurance maladie, hein, JELI, juridiction, devant le système d'arbitrage. Premier élément, hein, c'est pas très lisible, voilà, et c'est de l'opt-in. C'est-à-dire que si on veut le faire, il faut lire le truc pour ne pas y aller. Et quand on y va en étant de l'arbitrage, ça ferme toute voie d'accès juridictionnel autre. Et l'algorithme qui était derrière e-courts, la boîte noire que j'évoquais tout à l'heure, était complètement opaque. Donc il y a eu un scandale aux Pays-Bas sur ça, en disant qu'il y avait des échelles aussi proposées, hein, enfin, je ne sais pas sur quoi ça s'appuyait, personne ne comprenait bien, enfin voilà, des échelles de compensation. Voilà, ça pose quand même une difficulté importante. Donc, ça c'était sur l'aspect barème, encore une fois, je pense, désolé de faire une sorte de dialogue de Gascon en vous disant c'est bien, mais c'est pas bien. Oui, c'est bien, c'est évident, parce que ça doit permettre collectivement de comprendre à 360 degrés ce qui se passe dans les juridictions. C'est pas bien quand ça devient prescriptif. Et dernière chose, désolé, je passe à une toute autre chose, mais tu évoquais l'étude de UCL sur la CEDH. J'ai oublié de vous dire quelque chose, et je permets de ta question, c'est que les 79% de réussite de prévision l'ont été faits sur la partie fait des décisions. Quand on va rechercher le pourcentage de réussite de prévision sur la partie analyse de l'application de la convention, ça descend en 60 et quelques pourcents. Donc voilà, donc on voit bien que la machine, ce qu'elle avait appris des corrélations, était peut-être... voilà. Alors, merci d'abord pour ce que vous avez exposé. J'ai envie de faire un peu de provoque. Si on part de l'hypothèse à laquelle j'adhère assez, hein, que le formalisme mathématique, en l'occurrence, il ne peut pas être satisfaisant, parce qu'on cherche à le faire fonctionner sur un système qui, en lui-même, n'est pas fermé et très complexe, le droit. Et qu'on ne se donne pas suffisamment les moyens, c'est un peu ce que vous avez exposé, de compléter les informations et les données qu'on lui apporte par des analyses pluridisciplinaires. Alors il y a peut-être deux moyens de régler le problème. Première solution, fermer les systèmes, enlever les gens, parce que finalement les gens c'est assez embêtant. Je suis d'accord. Les faits, les gens, ça marche jamais bien. Allons vers la théorie pure du droit, rentrons les textes et faisons appliquer un raisonnement logistique à l'algorithme. Bon, alors ok, ça marche pas très bien. Allons dans le sens totalement inverse, que suggérait un tout petit peu votre dernière diapo. Nourrissons mieux l'algorithme à la chinoise. On met tout dedans, les décisions de justice, tout ce qu'on a sur Facebook, mais aussi tout ce qu'on peut aspirer avec des puces RFID sur le comportement quotidien des citoyens. Et à la fin, on va quand même bien arriver à les cerner, ces gens-là, qui nous enquiquinent parce qu'on n'arrive pas à les mettre dans des cages. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers là, si ce n'est un tout petit peu du bon sens et des droits de l'homme quand même. Alors, moi, mon dada, et je viens vous vendre ça aussi, je suis désolé, je me dévoile un peu, mais j'appartiens au Conseil de l'Europe maintenant, je suis détaché chez eux. On a, c'est pas qu'une croyance, on a une certitude, c'est que la régulation a à faire quelque chose là-dedans. Alors, la difficulté à laquelle on se confronte, je ne vais pas être naïf, c'est on régule avec qui ? C'est bien de s'édicter des règles en Europe, hein. On a en face de nous les Chinois, on a en face de nous d'autres nations qui sont très actives, qui ne se posent pas beaucoup de questions. Les prisons en Corée du Sud, actuellement vous avez des robots qui sont testés pour essayer de voir si les prisonniers, il y a des risques de suicide, tout ça. Enfin, c'est, voilà. Dans les aéroports, là, en Lettonie, en Hongrie, vous avez peut-être vu les tests pour voir si les gens mentent. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, tout ça va être assez compliqué. Je fais un pari, moi. C'est celui, comment dire, de la valeur concurrentielle que pourrait avoir je sais que le terme anglais, je suis désolé, la compliance, le respect, la conformité, merci, de certaines choses. Le RGPD, regardez, aujourd'hui, quand on fait du privacy by design, c'est-à-dire quand on inclut, eh bien on est beaucoup plus sérieux qu'une boîte qui ne va pas le faire. Alors c'est un peu marketing, mais on y cède bien volontiers si cela nous protège mieux, c'est le Human Rights by Design, c'est-à-dire se dire que l'on pourrait, dans les algorithmes aujourd'hui, promouvoir une approche plus large que simplement la protection de la vie privée, mais qui est biais, ce que vous disiez par exemple aujourd'hui, ben, complétons-le peut-être, ou
N'utilisons ces machines-là déjà ne serait-ce que pour révéler ça. Moi, en tant que juge ou procureur, ce que j'ai été un temps en Seine-Saint-Denis, ça m'intéressait peut-être de savoir exactement dans ma prise de décision quelles étaient les orientations, mais juste descriptif, quelque chose, quelle est la réalité, que je peux moi remettre en contexte. C'est une information qui est peut-être pas inintéressante, qui est contextualisée, qui est certainement critiquable. Voilà. Donc, mais peut-être de la régulation pour aider. Ouais, mais c'est... Sauf que la régulation par le by design, qui est très à la mode. Hein. Oui, bien sûr. C'est aussi laisser aux concepteurs de la boîte noire le pouvoir d'en décider. Quoi, hein. Le débat démocratique sur le by design évidemment. Regardez les médicaments. C'est un parallèle qui est peut-être pas tout à fait incongru. Aujourd'hui, savoir ce qu'il y a dans les médicaments résulte de processus industriels et il y a tout un ensemble de certifications de qualité. On ne le sait peut-être pas, le Conseil de l'Europe a la direction de l'évaluation de la qualité des médicaments, qui est à Strasbourg, qui reçoit des industries pharmaceutiques tous les produits qui sont soumis à une sorte d'analyse pour savoir si c'est conforme, si c'est pas conforme. Alors, les algorithmes ne sont pas tout à fait des médicaments, ils sont peut-être un peu plus vivants, enfin voilà, c'est un peu plus... Mais vous voyez, l'idée, c'est arriver d'imposer de l'explicabilité, comment on a fait les choses, et d'avoir de l'expertise indépendante, peut-être qu'on aimerait que ce soit nous à Strasbourg qui portions ça, d'autres, peu importe, mais que cette explicabilité puisse être auditée par des experts externes. Notre monde change, on a besoin peut-être aujourd'hui de ce type de choses. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être de l'incantation. Alors d'abord, merci pour la présentation extrêmement claire, et en particulier, donc moi je suis informaticien, je suis chercheur en informatique au CNRS, et donc je trouve particulièrement précis votre discours sur les algorithmes et la façon dont ça fonctionne, et c'est assez rare chez quelqu'un qui n'est pas d'origine informatique mathématique, je souligne ce point-là, bravo. Et j'aimerais revenir sur trois points. Un premier très rapide, parce que vous mentionnez les déclarations de Google, Microsoft, un peu grandiloquentes. On a déjà les mêmes sur les startups, notamment je pense à CaseCrunch, qui vont donc une startup anglo-saxonne qui a la prédiction pour les cabinets d'avocats, et qui avait au moment de son lancement, donc elle a aussi gommé sa phrase, mais au moment de son lancement, elle avait un onglet qui était Our Mission, et ça commençait par Our Mission is to solve law, point. Un petit blablabla technologique, argumentatif, et puis plus loin, We aim at find truth in law. On a déjà cette déclaration un peu, je dirais, grandiloquente pour être gentil, un peu totalitariste pour aller vers l'extrême. Donc on trouve effectivement dans ce milieu technologique, on retrouve tout à fait ces grands discours. Mon deuxième point, c'est pour revenir un peu plus longuement sur la CEDH, le papier sur la CEDH, puisque vous émettiez l'hypothèse que il y avait un certain modèle dans la rédaction et que c'était plutôt ça que ça mesurait. Et on a commencé à travailler justement sur ce point avec des collègues. En l'occurrence, il nous semble qu'il y a un défaut méthodologique, non pas dans l'apprentissage dans le modèle, mais dans la validation de ce modèle, qui est que donc ils entraînent leur modèle sur des données, sur des jugements, donc une fois qu'on a décidé de violation de validation notamment, et puis ils testent ça sur des jugements, où ils font semblant d'oublier est-ce qu'on sait s'il y a violation ou pas, mais on apprend sur ce jugement. Or là, c'est l'hypothèse que vous émettiez, c'est qu'une fois qu'on a décidé s'il y avait violation ou pas et tout un tas de choses, on a une façon de rédiger qui est certainement un petit peu contrainte. Et quand on fait ça, donc on a testé sous un sous-ensemble de corpus sur lequel on a des éléments de l'affaire, mais avant la décision, qui est plutôt le contexte d'application, les chiffres chutent, avec le même modèle et le même pré-traitement. On tombe autour de 62-63%, qui est effectivement plus proche d'une pièce de monnaie tirée en l'air. Et puis même si on a 79, ça pose quand même question sur les 21%, parce que si le but c'est de remplacer les juges, comment on ne sait pas détecter quels sont les 21% qui sont tombés. D'ailleurs, entre parenthèses, et je vous laisse naturellement finir votre développement, assez fasciné par ça, la CEDH s'est dit on peut faire du filtrage avec ça. C'est-à-dire, oui, c'est ça, de pré-filtrer pour décider quelles sont les affaires sur lesquelles on va... Voilà, et en discutant avec les collègues, il n'a pas fallu très longtemps pour leur dire mais vous ne travaillez pas sur des récits bruts, en fait. Voilà. Donc c'est exactement ça qu'on fait. On teste la même approche sur des récits bruts et les chiffres sont complètement, par 12 points, c'est énorme. Très facile. C'est pour aller dans ce sens-là. Le troisième point, j'aimerais revenir sur Compass parce que je trouve que la critique, donc moi aussi je partage cette critique et cette dangerosité, notamment parce que je connais assez bien ces techniques, donc je connais aussi assez bien les biais. Cela dit, la critique de Compass n'est pas aussi simple que celle que ProPublica présente, et elle est intéressante à étudier. C'est intéressant d'étudier le dialogue entre Compass et ProPublica. Donc déjà, dans ProPublica, on peut aussi bien choisir les exemples des histoires qu'ils ont prises, et on peut aussi trouver un blanc avec un score très haut qui n'a pas récidivé, une femme afro-américaine avec un score très bas qui a récidivé. Donc on sent le côté militant. Mais derrière, l'étude est très formelle et très robuste. Aucun problème sur le reste. Mais ce qui est intéressant de regarder, donc ce qu'ils mettent en évidence, ça s'appelle un défaut d'équilibrage. Et ça, on le connaît très bien. Je veux dire, on sait très bien dans les techniques d'apprentissage que c'est un défaut. Et que
c'est une propriété que l'on a ou on apprend sur un modèle, qui est l'équilibrage ou le non-équilibrage. Ce que montre pour Publica, et ça prend qui sont tout à fait connaissants de cette propriété, c'est qu'il y a un défaut d'équilibrage, et on le montre en prenant des faux positifs et des faux négatifs, en trouvant des groupes de population. Ce qui est intéressant, c'est la réponse de Compass, qui dit, mais en fait, ça on le sait très bien, mais on a une autre propriété, c'est qu'il est non équilibré, notre modèle, mais il est bien calibré. Et la calibration dit une autre propriété qui est tout à fait indispensable dans ce genre de contexte où on a de la recommandation, enfin la prise de décision, à dossier de recommandation, qui est que l'interprétation du paquet dans lequel on tombe, donc en l'occurrence les chiffres à 0 jusqu'à 10, ont un sens en termes d'interprétation pour celui qui le voit, qui est le même que ce soit des Afro-Américains ou des Blancs. Donc le 7 dit, à toute chose égale par ailleurs, en particulier l'origine afro-américaine ou blanche, on a le même comportement. Et ça c'est très important, parce que si on n'a pas ça, ça veut dire qu'un juge, quand il voit un 7 sur un blanc ou un 7 sur un afro-américain, ne va pas l'interpréter de la même façon. Et ce qui est plus important derrière, c'est qu'on est capable de montrer que les deux propriétés sont absolument incompatibles. Il est impossible, mathématiquement parlant, d'avoir les deux propriétés. Donc ça nous renvoie au fait qu'il n'y a en fait pas de solution. Il y a un choix qui est fait dans ce qu'on appelle le critère éthique du modèle. Le Compass dit, mais moi je veux la calibration, et pour Publica dit, oui, mais l'équilibrage est aussi important. Et le fait qu'on ne s'en sortira pas, il n'y a pas de solution. C'est pas qu'on va progresser dans les techniques, c'est que c'est pas possible, on peut le démontrer. Et donc ça nous renvoie à l'autre point que vous évoquiez, qui était que ça nous renvoie aux données. Je veux dire, gommer, ça nous invite à éliminer l'algorithme, puisque manifestement il est raciste ou il est biaisé. Enlever l'algorithme ne change pas le problème. Le problème, il est dans les données elles-mêmes. Donc plutôt que ça, là je rejoindrais les éléments qui avaient été évoqués, c'est est-ce qu'il ne faut pas entraîner d'une façon différente, parce qu'on sait les corriger, ces biais. On sait avoir un modèle qui soit équilibré, un modèle qui soit calibré, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider les prises de décision en adossant ça avec des techniques Alors, oui, évidemment, toute aide est bienvenue. Maintenant, moi je reste quand même extrêmement dubitatif, comment dire, de la capacité d'évaluation du destin de quelqu'un par des biais, même s'ils sont moins précis. Je vais vous donner une vieille expérience que j'ai quand j'étais substitut de procureur au parquet mineur en Seine-Saint-Denis. Je me rappelle d'un jeune garçon qui m'était présenté, presque majeur, 2 mètres, une baraque, un casier judiciaire énorme, réputé violent. Les policiers qui me disaient, vous ne voulez pas qu'on reste derrière vous, au cas où, tout ça, voilà. Et j'avais vu un peu son dossier, et Antoine partagera peut-être cette expérience en... Je pense que j'en ai... Voilà, où, honnêtement, j'aurais eu juste un calcul froid. Ma décision, c'était, je le présente directement pour une incarcération. Les faits n'étaient pas super graves, mais dans le parcours du jeune, ça semblait... voilà. Et... mon greffier avait eu la bonne idée d'aller me chercher le dossier d'assistance éducative, donc matière civile du garçon, et je regarde une histoire, qui était la sienne, enfant soldat, père tué devant ses yeux, des choses comme ça, et pas faire de la psychologie à 2 balles, mais clairement un parcours violent qui est en résonance de quelque chose qui n'avait pas été résolu avant. Et j'avais des scrupules en lisant ça, en me disant, mais finalement, ce parcours violent, dans la psychologie de ce jeune garçon, il y a peut-être des choses à faire. Donc je suis allé voir son éducateur, j'avais discuté avec le juge des enfants, j'avais vu ce qui avait été essayé, pas essayé, et en tout cas un travail sur l'absence du père qui n'avait pas du tout été réalisé. Je me fais présenter, il est assis devant moi, et plutôt que de l'attaquer sur les faits, en disant, monsieur, c'est extrêmement grave, vous savez, enfin voilà, des discours un peu que je pouvais avoir stéréotypé en tant que procureur, je parle de son père, j'attaque immédiatement sur ça, en disant, mais monsieur, pensez-vous 30 secondes, là, que votre père serait fier de vous. Il s'est battu pour que, aujourd'hui, vous puissiez être en France et avoir bénéficié d'une éducation. Voilà, et un discours peut-être facile, mais qui, j'ai essayé de le construire sur de l'humanité, de la compréhension de ce qu'il était, et il s'est effondré en pleurs devant moi au bout de 30 secondes. J'avais appuyé sur un bouton psychologique, j'en étais peut-être pas très fier de ça, mais j'ai ouvert une porte de dialogue avec lui qui m'a permis d'accéder à son parcours antérieur, aux faits de violence qu'il avait réalisés, et une passion, les chevaux. Ça semble bête comme ça, mais vous savez, ça... Les chevaux. Un grand classique, mais oui, mais c'était un truc et on l'avait jamais essayé de... Mais j'avais un centre éducatif fermé où il y avait ce type de choses, et puis on l'a envoyé là-bas, plutôt que de le mettre en détention. Qu'est-ce qu'il en est arrivé derrière? Il n'y a pas eu de miracle, hein. Il a récidivé sur d'autres faits, etc. Mais les éducateurs m'ont dit, il y a quelque chose, il y a eu un shift à ce moment-là, qui a fait qu'il a été beaucoup plus accessible à un travail éducatif. Ce que je suis en train de vous dire, un algorithme même pas biaisé, ne l'aurait pas évalué. Et moi, en tant que procureur, j'aurais eu un algorithme qui... j'aurais peut-être pas eu le courage de cette décision-là. Ça, c'est une autre question, parce que la question de comment les juges, toutes les études qu'on voit,
critiques ou pas critiques d'ailleurs, ont du mal en fait à évaluer comment les juges utilisent ce score de compass, par exemple. On ne sait pas le faire. On a une affaire dans laquelle... C'est l'étude de Christin. Ah oui, Christin. c'est vrai, Henri Christin, effectivement. Et ça qui est très intéressant d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et on a une affaire, notamment aux États-Unis, où on a un juge qui casse un accord entre le procureur et la défense, explicitement en s'appuyant sur le score de compass. En disant le score est tellement haut que je n'accepte pas Il faut simplement le terme d'équilibrage. D'ailleurs, je l'ai réemployé dans un article qui est paru dans la revue de l'innovation. Et je soulignais ce point-là. C'est en fait à qui de décider cet équilibrage-là. Est-ce que c'est à cette société... Maintenant, c'est devenu Equivant, Northpoint. Ils ont changé depuis... Bon, bref, ils ont essayé de se blanchir, mais est-ce que c'est à eux de décider de cet équilibre? Est-ce que c'est à nous? Est-ce que, voilà, la loi a peut-être quelque chose à faire derrière ça? Voilà. Pour moi, indépendamment, et je vous remercie de cet éclairage-là que je n'avais pas du tout dans la complexité, en effet, entre l'équilibrage, la calibration, etc. J'irai voir un peu ces écrits pour ça. Mais en toute hypothèse, le choix de cette décision-là, ça ne peut pas appartenir à des concepteurs privés. Le temps, pardon. 3 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, une autre question ou pas? Oui. Peut-être une remarque un peu désobligeante, mais finalement la première boîte noire, est-ce que c'est pas même le cerveau de l'homme? Est-ce que finalement, est-ce que vous-même vous sauriez expliquer ce qui a fait que sur le cas que vous évoquiez, vous êtes finalement allé chercher plus loin? Ou pas, et du coup, si un jour on imagine que la boîte noire de l'algorithme elle soit programmée pour répondre sur le pourquoi elle a pris telle décision dans tel cas, Attends, non, justement pour aller dans ce sens-là, parce que, pour aller contre ce sens-là, parce que le cerveau d'un juge, on peut le questionner. On peut demander à un juge, mais pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Après, est-ce que c'est rationnel ou pas? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'il dit quelque chose pour être en conformité avec une perception de lui-même? C'est la vérité politique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qu'on c'est non, mais ce ne sera pas... c'est la bonne question. C'est la vraie question. Pour revenir à l'expérience qui a été faite à la Cour de cassation, dans la foulée de Versailles, et donc là c'était le président Guy Canivet qui avait décidé de le faire, la Cour de cassation préside aussi la Cour d'indemnisation de la détention. Et donc, le même exercice avait été fait, et le même barème avait été fait. Et ensuite, on les a présentés aux juges. Et les juges ont dit, c'est pas la pondération que j'avais en tête. Vous me montrez ça, mais c'est pas celle que j'avais. Et donc, je vais m'auto-corriger. Et moi, je crois beaucoup à l'intérêt de ces outils-là dans cette perspective. C'est ça, le côté entre le prescriptif et le descriptif. C'est-à-dire que moi, comprendre une réalité, je pense que, on a plutôt tous envie, on est curieux de savoir ça. Et croyez-moi, vous l'avez cette expérience avec les juges, je pense que beaucoup sont très curieux en réalité de la connaître. En revanche, maintenant, se voir imposer de facto ou indirectement, encore une fois, une prescription, c'est autre chose. Et là, la ligne, le calibrage à effectuer est très compliqué. J'aurais tendance à dire que l'indépendance, c'est vraiment c'est pas une question de règles, c'est une question d'état d'esprit. Un expert indépendant, c'est parce qu'il l'est fondamentalement. Et je fais le lien avec la boîte noire parce que l'observateur influe nécessairement sur la situation. Parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que l'humain, même si c'est une boîte noire, en effet, on peut expliquer, il y a tout un travail qui peut être réalisé, et puis on a des mécanismes aujourd'hui juridiques qui sont l'appel, qui sont... voilà. Oui, en fait, je suis éditeur, je représente PlexBase, et on a construit un outil de statistique qui s'appelle LegalMetrics. Et je voulais un petit peu dédiaboliser ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, d'abord, on ne travaille pas du tout sur tout ce qui est correctionnel, évidemment. Donc on a pas mal avancé, par exemple, sur tout ce qui est prestations compensatoires, préjudice corporel, etc. Alors, il n'y a pas de boîte noire. Hurrah Il n'y en a pas. C'est-à-dire que, en fait, moi je parle de mon outil, je ne peux pas parler de l'outil des autres, je ne le connais pas, j'ai déjà du mal à construire le mien. Mais vous avez un préjudice corporel suite à un accident de la circulation lié à une vitesse excessive du conducteur. D'accord? Vous êtes à Nice, vous n'êtes pas à Paris. Vous allez chercher les décisions
qui sont à Nice, je dis là parce que je suis niçoise, hein, c'est parti pris. Vous allez chercher à Nice avec N critères, vous allez en chercher 4. Là-dessus, il n'y a pas pléthore de décisions à Nice, vous allez trouver 200 décisions. On va vous donner une moyenne, une médiane, un écart type, l'extrême, etc. Et à partir de là, il n'y a pas de boîte noire. Vous prenez vos 200 décisions, vous rentrez vos éléments financiers sur un tableur Excel et vous allez arriver à la moyenne. Voilà, c'est tout. Et je réponds sur un autre point, c'est que ça n'est qu'un historique. Et n'importe quel professionnel du droit, comme en finance, comme d'autres métiers, on sait qu'on a affaire à de la statistique historique. On n'est jamais, un bon professionnel du droit sera qu'il n'est jamais à l'abri d'une jurisprudence. Et que si effectivement vous pouvez trouver que ces décisions sur ce domaine précis particulier obéissent à une loi gaussienne, d'accord, ben, vous verrez qu'en 2007, vous n'avez pas la même moyenne qu'en 2017. Donc c'est évolutif et tout ça, il faut le nuancer. Mais je vous en prie, soyez nuancez toutes ces histoires de prédictivité parce que, en fait, il y a des gens qui font des statistiques sans boîte noire et il y en a peut-être, je ne les connais pas, qui, effectivement, je vous entends et je le découvre, où il y a de la modélisation boîte noire. Mais tout n'est pas jeté à la poubelle. On est en processus d'innovation. Je ne crois pas que c'est mon propos, mais j'entends. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci beaucoup. Alors, il faut malheureusement s'arrêter. Il y avait des tas de choses et notre débat est exactement ce qu'on cherche entre des informaticiens. Moi, j'ai besoin de notes de bas de page sur calibrer, équilibrer. Ça me semble extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de questions qui sont posées et on a beaucoup de choses à apprendre. Moi, je voudrais juste faire 2 observations avant de terminer. Tout ça montre que pour comprendre l'utilisation des algorithmes de la justice, il faut commencer par la fin. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Et en fait, je suis frappé de ce que... on part toujours sans dire, mais quel est le but? Le but, c'est de substituer le juge, ou c'est le but, c'est de donner un élément de connaissance qui apparaît et supplémentaire. Et c'est l'expérience de Versailles. Pour moi, un des grands intérêts de l'expérience de Versailles, c'est qu'en fait, les juges ont découvert ce qu'ils décidaient, qu'ils ne connaissaient pas. Et je trouve ça une source de réflexion très très intéressante, il faudra qu'on la reprenne. Deuxième observation qui est plus philosophique sur qu'est-ce que c'est que juger et l'application des règles. C'est que dans le fond, il y a un immense contournement sur ce que c'est que l'action. C'est-à-dire on ne peut pas réduire l'action à l'application d'une règle. Et c'est la grande tendance actuelle, mais c'est la grande tendance qui est depuis les sciences cognitives et qui est beaucoup plus générale, mais qu'il faudra qu'on reprenne, là je me retourne vers toi, c'est-à-dire agir et appliquer une règle, c'est pas du tout la même chose, et pourtant il y a une inférence qui me semble être mise en cause par personne. Or en fait, moi je pense qu'il y a une part d'action dans le jugement, et la part d'action c'est précisément ce qui n'est pas appliquer une règle, c'est ce qui relève de l'intuition, ce qui relève de la politique, de la volonté, de tas de choses. Et du kairos pour et du kairos, absolument. Alors, on a tous l'histoire que tu as racontée, on a tous. On a tous le gars, moi c'était pour un toxico qui était en je sais pas combien de récidives, et un jour il a entendu quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Pourquoi le jour-là? Alors l'algorithme, personne ne pouvait le prévoir. Voilà, donc merci beaucoup. On continuera ces discussions parce qu'on ne fait que les poser, c'est l'impression que ce qu'on a fait ce soir. La fois prochaine, le 22 avec Chaval Arias, ça promet d'être très intéressant. T'es pas là? Bon, bah tant pis pour toi. On a beaucoup quand même travaillé ces papiers, et c'est un type extrêmement intéressant, comme ce que tu nous as fait, Yannick. Merci encore. Merci. Et donc, vous pouvez vous inscrire maintenant directement pour le séminaire, pour les séminaires. C'est possible. L'informatique a rendu ça possible. Merci à elle. Merci beaucoup.